ça va. Ça va? Si, j'ai perdu une vingtaine de kilos, mais ça va, je suis encore bien. Merci. Et je voudrais encore remercier le président qui est là et toute son équipe qui ont œuvré pour nous libérer. Ce sont les premiers mots de Serge Lazarevic. L'ex-otage français est à Niamey ce soir. Il a remercié le président nigérien qui a œuvré pour sa libération. C'est la joie et le soulagement aujourd'hui après ce dénouement. Les premières images montrent un homme amaigri mais souriant. Après plus de 3 années de détention au Mali, Serge Lazarevic est attendu demain matin en France pour être accueilli par François Hollande. Le rôle du Niger a été crucial. 2 prisonniers Touaregs libérés auraient servi de monnaie d'échange. Les éléments dans ce journal. Et les autres titres ce soir avec un débat qui promet d'être animé. Les positions sont tranchées. La loi Macron est au cœur des discussions. Mais quels sont les effets potentiels d'un tel projet sur la croissance et la relance de l'activité? C'est le grand débat du mardi soir. Ecomove va se séparer de tous ses salariés. Cette société chargée de la collecte de l'écotaxe abandonnée par le gouvernement a annoncé un plan social. L'État espère maintenant négocier des solutions de reclassement avec l'entreprise. Lionel Jospin, prêt à entrer au Conseil constitutionnel sur proposition de Claude Bartolone. L'ancien Premier ministre va remplacer Jacques Barrot, décédé brutalement la semaine dernière. Avec cette arrivée, c'est l'un des plus fameux retraités de la vie politique qui reprend donc du service. Détail à suivre tout à l'heure. Bonsoir à vous et voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ce sont donc les premières images de Serge Lazarevic à son arrivée ce soir à Niamey. Après plus de 3 ans de détention, 1111 jours exactement, c'est un homme libre qui va retrouver sa fille partie le rejoindre. Et c'est bien sûr un grand soulagement partagé par tous. Alors les conditions de ce dénouement sont encore floues. De prisonniers détenus au Mali auraient été libérés pour permettre cette issue heureuse. Les 2 hommes seraient impliqués dans l'enlèvement de Serge Lazarevic et de Philippe Verdon, retrouvés tués d'une balle en 2013. Ces images de Serge Lazarevic en captivité appartiennent au passé. La rumeur sur sa libération courait depuis hier soir. Ce matin, en marge d'un déplacement, François Hollande y a mis fin. Notre otage, Serge Lazarevic, notre dernier otage, est libre. Je viens d'apprendre cette nouvelle, cette heureuse nouvelle, par le président Issoufou, le président du Niger. Enlevé en novembre 2011 à son hôtel situé au Nord Mali en compagnie de Philippe Verdon, Serge Lazarevic aura passé 3 ans aux mains de ses ravisseurs d'AQMI. Philippe Verdon a lui été retrouvé mort en juillet 2013. L'Élysée salue l'implication personnelle des présidents nigériens et maliens. Plusieurs sources évoquent un échange de prisonniers dans les conditions de libération. Alors naturellement, nous nous réjouissons, mais nous devons rester attentifs. Et c'est là où la présence de la France, notamment en matière de défense, est tout à fait essentielle. Donc la libération de cet otage nous rappelle à nos exigences. Serge Lazarevic était le dernier otage français dans le monde. Ses proches se sont envolés pour Niamey, où il est attendu ce soir, avant d'être rapatrié demain matin à Villacoublay. Voilà, et François Hollande a donc rappelé aujourd'hui qu'il s'agissait du dernier otage français dans le monde. Et ces derniers mois, il y a eu de nombreux rebondissements dans ces affaires de prise d'otages. Les services de renseignement français étaient extrêmement mobilisés. Le rappel des faits avec Mounir Soussi. Une région qui était devenue le cauchemar des agents du Quai d'Orsay. Ces dernières années, ils ont eu à gérer de nombreuses crises avec des ressortissants français dans cette zone, comme l'enlèvement de 5 employés d'Areva à Arlit au Niger en 2010. Libérée en 2013, la France assure ne pas avoir versé de rançon. L'Élysée préfère miser sur la coopération avec les pays concernés, quitte à déléguer les négociations. Comme au Cameroun, où l'année dernière, une famille de 7 personnes et un prêtre avaient été kidnappés puis relâchés. À chaque fois, le ministère des Affaires étrangères met en avant l'implication des présidents des pays concernés. Les instructions du gouvernement français sont claires et nettes. Le gouvernement français ne verse pas de rançon. Il y a eu des discussions et le président Biya a été extrêmement utile et efficace dans ces discussions. Dans une autre zone sensible, en Syrie, la France a réussi à libérer 4 otages en 2014 grâce à l'action des services de renseignement et à des informations fournies par le Qatar et l'Arabie Saoudite. On a la chance d'être français, que
Nos diplomates, les agents des services de renseignement ont fait un travail absolument formidable, très discret, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour essayer de nous sortir de là. Ils l'ont fait. Et ça, c'est extraordinaire. Mais tous les otages français n'ont pas connu un dénouement heureux. En novembre 2013, 2 journalistes de RFI sont enlevés au Mali puis abattus par AQMI. Et dernièrement, Hervé Gourdel, kidnappé cet automne en Algérie et assassiné 2 jours plus tard par ses ravisseurs. Et on va parler de ce dénouement, de cette heureuse actualité avec le président de l'association Otages du Monde, Jean-Louis Normandin. Bonsoir. Bonsoir. Alors je voulais vous demander d'abord de parler de ces premières images. Serge Lazarevic, amaigri certes, mais souriant ce soir. Ce sont de belles images. Ce sont des images émouvantes, bien sûr. Ça ne peut que me renvoyer à ma propre histoire, effectivement. Ce sont des moments, on marche sur l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'on sort d'un contexte extrêmement stressant et tout d'un coup, on est dans la lumière et puis on retrouve surtout les êtres chers, les enfants, la famille. Donc ce sont des moments, c'est très difficile à qualifier parce que il faut se prémunir d'un surplus d'émotions et on n'est pas programmé pour ça. Donc mais c'est super chouette, quoi. On vous pose souvent la question, Serge Lazarevic va lui arriver demain matin en France, il va y avoir l'euphorie à gérer, les caméras, l'accueil, c'est toujours un moment particulier? C'est un moment très fort, mais je dirais que par rapport à nous on était un petit peu les premiers. Donc moi, quand je suis parti au Liban, il y avait 3 chaînes de télé. Et quand je suis rentré, il y en avait beaucoup plus. Et on n'était pas du tout préparé. Il n'y avait pas le recul, il n'y avait pas la distance, et il n'y avait pas l'expérience qu'ont les otages aujourd'hui, je dirais malheureusement, parce qu'ils ont tous vu le retour des Thiers, Aubenas, Chénaud, Malbruno, etc., etc. Donc on est un petit peu rodé. Donc je pense que en plus il y a une petite séance de débriefing. Oui, je pense que donc Lazarevic sera évidemment préparé à affronter les médias et puis encore une fois, il sort d'un stress tellement énorme et tellement monstrueux que c'est pas très gênant pour lui de se retrouver devant les caméras de télévision, je pense. Jean-Louis Normandin, je voulais également vous faire réagir à la phrase aujourd'hui de François Hollande qui a dit que c'est le dernier otage français dans le monde. Une page se tourne, mais pour vous, je veux dire, vous restez mobilisés, le combat continue dans l'engagement, l'accompagnement aussi de ces ex-otages une fois qu'ils sont revenus. Bien sûr, ce qui est important au-delà de la liberté, c'est la prise de sens. Il faut comprendre pourquoi on a été pris en otage, mettre des mots devant ce qui est souvent indicible. Mais la prise de sens, c'est la dimension qui émerge aujourd'hui dans la bouche des journalistes, dans la bouche des hommes politiques, d'otages politiques. Un otage politique, c'est quelqu'un qui n'a pas été enlevé que pour de l'argent. C'est quelqu'un qui a été enlevé, séquestré arbitrairement pour faire levier sur un pays, comme la France en l'occurrence, et surtout sur notre démocratie, notre manière de vivre ensemble. Donc mettre du sens dans la détention, c'est un début de reconstruction. C'est la première chose. Et ensuite, le boulot pour nous, c'est aussi la quête de justice. Vous savez très bien que les otages politiques n'ont pas accès à la justice. Alors, tout le monde, dans le meilleur des cas, quand on est libéré, c'est formidable, tout le monde est content, s'embrasse, mais il n'y a pas de justice parce qu'on n'a pas la possibilité aujourd'hui d'aller à La Haye, par exemple, et porter plainte contre AQMI, contre le FARC, contre les Hezbollah ou quiconque. Donc ça, c'est un vrai boulot, c'est un vrai travail, c'est un peu dans la même logique, justice, reconstruction, quête de justice, reconstruction et sémantique, otage politique. Qu'est-ce qu'un otage politique? Oui, c'est très important, vous dites la justice évidemment joue un rôle important, savoir ce qui s'est passé. Dans ce cas particulier qu'il y a eu éventuellement, on va être très prudent en échange avec des prisonniers, peut-être même des prisonniers liés à l'enlèvement. Ça crée forcément un trouble et ça peut être compliqué à gérer par Serge Lazarevic lui-même, d'autant plus si l'un de ces prisonniers a pu être lié de près ou de loin à la mort de l'autre otage, Philippe Verdon. Ça peut être un sentiment de culpabilité qui peut se développer? Alors oui, les otages en général
un vrai sentiment de culpabilité. Ils ont fait du mal à leurs proches, ils ont fait du mal à leurs enfants parce que ils ont une culpabilité. Je me souviens de ces otages italiennes quand elles sont rentrées d'Irak, elles disaient pardon à leur maman, tout ça. Donc il y a la culpabilité d'avoir fait du mal à ses proches. Il y a aussi la culpabilité de celui qui traîne moi, la première question qu'on me pose quand je mets le pied à terre à Orly, à mon retour du Liban, c'est quel était le montant de la rançon. Donc l'équation otage politique et rançon, pour moi, ne tient pas parce qu'on a appris bien plus tard que en fait notre détention au Liban était liée à une dette que la France, la France, avait concoctée auprès de l'Iran. Donc on est sur des choses extrêmement compliquées, extrêmement difficiles à expliciter, mais qui sont du ressort du secret d'État. Mais c'est pas une raison pour pas essayer de savoir, pour justement dénouer cette culpabilité qu'on peut avoir, parce qu'encore une fois, un otage politique, c'est pas que une personne qu'on échange contre une valise de dollars. Il y a peut-être de l'argent qui circule, mais il y a surtout des négociations, des enjeux géopolitiques qui nous dépassent. Bien sûr, on vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis Normandin, pour votre témoignage ce soir. Et on va retenir évidemment la joie et le soulagement pour Serge Lazarevitch et toute sa famille et sa fille qui l'a rejoint, qui est en ce moment à ses côtés à Niamey. À noter aussi aujourd'hui la réaction de Nicolas Sarkozy qui a salué, je cite, l'action remarquable de tous ceux qui ont contribué à la libération de Serge Lazarevitch et qui sont mobilisés depuis son enlèvement en 2011. Le patron de l'UMP qui était devant les sénateurs aujourd'hui après les députés UMP la semaine dernière, Nicolas Sarkozy s'est rendu au Sénat, une assemblée très attachée à son indépendance et face au groupe, il a entonné le chant du rassemblement, soulignant la gravité de la situation dans laquelle se trouve le pays et fustigeant, une fois de plus, les divisions dans son propre camp. On voit tout cela avec Paul Bouffard. Ils sont là, les fillonistes, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, pour accueillir leur nouveau président. Oubliez l'épisode Copé-Fillon, Nicolas Sarkozy veut réconcilier. Séduire aussi un groupe UMP au Sénat qui ne l'a pas toujours soutenu. Applaudissements, standing ovation. Pendant près d'1h30, il évoque le rapprochement avec les centristes, les questions d'identité nationale, l'islam, et met en garde les sénateurs UMP face à l'avance du Front National dans les sondages. À la sortie, Bruno Retailleau est sûr, Nicolas Sarkozy a compris la sagesse sénatoriale. Il a compris qu'on a tous souffert des divisions et qu'il était là d'abord pour rassembler. Nous lui avons indiqué qu'il y en avait marre des gestions claniques du passé et je pense que les premiers signes qu'il a pu donner depuis quelques jours, depuis qu'il est président de notre famille politique, vont dans le bon sens. Le rassemblement, d'abord, le rassemblement, c'est fondamental et c'est, je crois, ce que souhaitent tous mes amis sénateurs de l'UMP. Pour Catherine Procaccia, Nicolas Sarkozy devra prendre encore plus en considération la Chambre haute. On ne peut pas dire qu'il a beaucoup parlé du Sénat. Et Gérard Larcher lui a rappelé qu'il ne fallait pas que le Sénat soit oublié, comme il l'a été une certaine période, où ce sont les députés qui décidaient de tout, y compris sur la réforme territoriale, alors qu'ils ne sont pas les premiers concernés. Pour d'autres, il faut rester vigilant. J'ai envie de dire, il n'a pas changé. Il sait ce qu'il veut. Pour ma part, j'attends un petit peu des preuves de sa volonté d'ouverture, de modération aussi, de respect des diversités. Par contre, il a été moins clair, j'ai trouvé, sur les primaires, et je le regrette un peu, parce que je crois que c'est un rendez-vous démocratique avec l'ensemble des Français, qui pourra être une étape importante de reconstruction de l'UMP. Pas très clair sur les primaires pour 2017. Nicolas Sarkozy l'a dit, il abordera le sujet après les régionales dans un an. Et pour en savoir plus sur les coulisses de cette visite, vous pouvez bien sûr consulter notre site publicsénat.fr. J'ajoute par ailleurs que le Sénat a adopté ce soir le projet de loi de finances 2015 par 190 voix pour et 152 contre. Un texte loin de la version du gouvernement, mais c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. L'Assemblée justement qui examine la réforme du droit d'asile. Le texte a pour objectif de changer un système à bout de souffle, mais selon les associations, le compte n'y est pas du tout. Regardez ce reportage de Nathalie Guillouard. La France est-elle encore une terre d'accueil ? À Calais ou bien dans la ville de Menton, les files d'attente sont longues, la situation est tendue. L'État souhaite donc désengorger le système de droit d'asile en France. Aujourd'hui, l'exercice du droit d'asile est concrètement menacé en France. Trop souvent,
Nous n'accueillons plus les demandeurs d'asile comme nous le devrions. En effet, la réalité est complexe. Plus de 60 000 personnes ont déposé une demande d'asile l'an dernier. À peine une personne sur 6 a vu sa demande aboutir. Aujourd'hui, il faut 2 ans pour avoir une réponse. L'un des objectifs de la réforme est donc de ramener à 9 mois la durée des demandes. Une avancée saluée par les associations, mais la création d'une procédure accélérée des dossiers les inquiète. Les gens vivent dans des conditions parfois extrêmement difficiles pendant un temps déraisonnable. Et donc effectivement réduire le délai est important, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter. Il faut examiner avec attention leur demande d'asile. Pour remédier à ce système, l'État compte allouer des moyens supplémentaires, créer 5000 nouvelles places dans les centres d'accueil. Du côté de l'opposition, on dénonce déjà les dérives de ce projet. Il n'est pas excessif d'affirmer que notre procédure d'asile, à bout de souffle, s'est transformée en véritable machine à légaliser des clandestins. Les débats risquent d'être houleux. 400 amendements doivent être discutés en séance avant son vote prévu pour mardi 16 décembre. La suite du 22h et dans un instant, c'est le grand débat du mardi sur la loi qui suscite l'attention et cristallise les mécontentements. La loi Macron sur la croissance, va-t-elle, peut-elle libérer l'activité? On en parle avec de nombreux invités en notre compagnie. Mais d'abord, le tour de l'info en France et dans le monde. Il est signé ce soir Marie Lebon. L'ancien Premier ministre va faire son entrée au Conseil constitutionnel. C'est sur proposition de Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, que Lionel Jospin a été choisi pour remplacer Jacques Barrot, décédé brutalement le 3 décembre dernier. Manuel Valls, qui fut l'un de ses collaborateurs, s'est réjoui de la nomination de cette grande personnalité politique. Il siégera 5 ans à la plus haute juridiction administrative de France, 5 ans, le temps qu'il restait à son prédécesseur pour terminer son mandat. L'abandon de l'écotaxe a eu raison de la pérennité des emplois pour les 200 salariés d'Ecomove. L'entreprise a annoncé la suppression de tous les emplois existants pour motif économique. Le 30 octobre dernier, le ministre des Transports Alain Vidalis avait annoncé au Sénat la résiliation du contrat passé entre l'État et la société chargée de collecter l'écotaxe. Autre domaine d'activité, autre emploi menacé, 551 salariés du groupe Pierre Fabre, dont 300 en France, devraient être licenciés d'ici 2016. Un plan de restructuration qui viserait, selon la direction, à sauvegarder la compétitivité de sa branche pharmaceutique. Fragilisé par plusieurs affaires concernant son train de vie, Thierry Lepan cherche toujours à se maintenir à la tête de la CGT. Première victime, le trésorier Éric Lafont a donné sa démission. Ce dernier avait validé les 62 000 € de travaux dépensés pour le bureau du secrétaire général. La direction élargie devrait décider de convoquer le Parlement du syndicat en janvier prochain, la seule instance habilitée à destituer Thierry Lepan. C'est avec plus de 96% des suffrages que la chancelière allemande a été réélue pour la 8e fois à la tête de sa famille politique. Devant les délégués qui viennent de la désigner, la présidente de la CDU fait passer des messages. Avec le taux de chômage le plus bas d'Europe, elle l'affirme, son pays va bien. Par ailleurs, Angela Merkel se verrait bien à nouveau chancelière après les prochaines élections de 2017. J'aimerais continuer à servir ce grand parti et notre pays en tant que chancelière d'Allemagne, avec chacun d'entre vous. Et le dessin du jour est signé Plantu pour Le Monde. Ségolène Royal veut revenir sur l'interdiction des feux de cheminée à Paris et en banlieue. Une aubaine pour le président de la République qui pourra mettre au feu ses promesses non tenues. C'est une réforme attendue par les uns, critiquée par les autres, surveillée par Bruxelles, jugée par les économistes. On en parle beaucoup, mais que contient exactement la loi Macron? Va-t-elle permettre de libérer l'activité, comme l'affirme le ministre de l'économie? Représente-t-elle un test de la volonté de réformer du gouvernement alors que les pressions se multiplient? Débat avec nos invités ce soir, le sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, nous accompagne également Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la Fondation
fondation IFRAP. Avec nous également François Calfon. Bonsoir. Secrétaire national du Parti socialiste au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle et au dialogue social. Et Henri Sterdina qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directeur du département économie de la mondialisation à l'OFCE. Alors messieurs, madame, avant de débattre des mesures emblématiques, Agnès Verdier-Molinier, de ce projet de loi, et de manière plus générale, quelle impulsion pourrait donner ce texte qui a pour ambition, je le rappelle, de relancer l'activité? Est-ce que vous dites que c'est un premier pas positif? Alors, il y a quelques éléments positifs. Ensuite, c'est un peu compliqué d'en parler encore ce soir parce qu'on a tous consulté des versions de la loi qui ne sont pas la version qui sera présentée demain matin au Conseil des ministres. Donc, on reste un peu aveugle, en double aveugle sur ce texte. Bien sûr, positif, c'est le travail le dimanche, le travail de nuit, dans les zones touristiques, notamment, je pense à Paris, avec toutes les grandes capitales dont les magasins sont ouverts tous les dimanches de l'année. Ensuite, évidemment, la question des autocars, où cette libéralisation, nous, on en parlait depuis longtemps. La Fondation IFRAP, on l'attendait, parce que ça va permettre quand même de donner du choix aux familles, aux jeunes, à tous ceux qui veulent voyager moins cher, et c'est quand même une très très bonne option. Ensuite, il y a les questions de l'épargne salariale, où il y a des avancées aussi, la possibilité de distribuer des stock options même dans les petites entreprises à des salariés, de les intéresser à la vie de l'entreprise, à la réussite de l'entreprise, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, les mesures de simplification, on reste encore un peu sur notre faim, on ne les connaît pas toutes. Mais le verre est à moitié plein, là, largement plein, d'après ce que vous nous dites. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Il y a des choses positives. Ensuite, est-ce que ça va créer autant d'emplois, autant de croissance qu'on le dit? Vraisemblablement pas, parce que finalement, on est encore sur des micro-réformes, mais on est dans le bon sens. Alors, c'est la question, Philippe Dallier, parce que je rappelle qu'il y a quelque temps, Emmanuel Macron avait dit ceci, il faut soigner les 3 maladies de la France, la défiance, la complexité et le corporatisme. Est-ce qu'avec ce texte, il peut bousculer tout cela? Écoutez, sur l'analyse des problèmes de la France, je pense qu'on peut à peu près tomber d'accord. Après, la question, c'est celle du remède. Et moi, ce qui me surprend un peu, c'est le décalage. On a l'air d'attendre de la loi Macron, dont on connaît à peu près le contenu, des miracles avec je ne sais combien de points de croissance supplémentaires. Mais enfin, n'imaginons pas qu'avec les mesures qui nous sont annoncées là, on retrouve 0,5 points de croissance. Enfin, je n'y crois absolument pas. Je crois à la baisse des charges et à la compétitivité de nos entreprises. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres choses à faire et il y a des mesures qui vont dans la bonne direction. Mais enfin, ceci étant dit, ne rêvons pas. Ce n'est pas en permettant aux magasins d'ouvrir 15 dimanches ou 12 dimanches dans l'année qu'on va révolutionner le marché de l'emploi en France. Le problème principal, c'est celui de la compétitivité de nos entreprises. Et pour le coup, je crois beaucoup plus à la mesure, au CICE, même si je pense qu'on ne va pas assez loin et pas assez vite, qu'à ces mesures qui sont quand même des mesures toutes relatives. Mais il va y avoir un consensus. Non, il y aura quand même pas de consensus parce que le diable, bien sûr, se loge dans les détails. Le côté lutte contre la rente, qui est d'ailleurs pas assez prononcé, est un bon côté. C'est pas avec ça qu'on crée 0,5 ou un point de croissance du PIB. Ça, c'est tout à fait clair. Je regrette d'ailleurs au passage, mais c'est pas pour condamner ce qu'a fait Emmanuel Macron, simplement pour dire qu'on n'est pas assez loin, pour le coup, et je suis plutôt en général pas très libéral, dans la lutte contre un certain nombre de professions réglementées. J'en cite 2, je sais que je vais un peu agacer, mais les liquidateurs judiciaires qui, quand une entreprise est en difficulté, la première chose qu'ils font, c'est de prendre une dîme de 15 000 € sur une créance qui est aussi prioritaire que la créance salariale, qui me pose un problème. Donc c'était prévu dans un texte initial, ça n'y est plus. Et puis les greffiers de tribunaux de commerce, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à plus de 20 000 € par mois, certes, ils remplissent une fonction utile. On a finalement des registres de tribunaux de commerce qui sont bien tenus, mais c'est un peu cher. En ce qui concerne les autocars, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai pas de difficulté. On va surtout vous poser la question du travail le dimanche. J'entends bien. On est tous d'accord. J'entends bien. Là, honnêtement, je suis moins fan pour dire les choses, mais je n'ai pas aimé. Sur les derniers arbitrages, c'est publié ce soir sur le site des Échos, qui croit connaître donc les derniers arbitrages. Voilà. Sur le travail du dimanche, bien le texte prévoit toujours, et ça n'a pas changé, de passer de 5 à 12 le nombre d'ouvertures dominicales sans autorisation du maire. Donc le gouvernement n'aura pas reculé. Comme dirait l'autre, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses et on n'est pas tout à fait à la fin de la foire. Hein. Donc on verra bien. Moi, ce que je vous dis, le Premier ministre va apprécier. Vieux dicton populaire, pardon.
Moi, je vous dis simplement les choses. Pas d'excès d'optimisme sur la capacité à travailler le dimanche, pas non plus d'excès de crispation. Et je le dis aussi avec un principe fort, parce que j'ai entendu Mme Kosciusko-Morizet aujourd'hui dire il n'y aura plus d'interdiction avec nous de travailler le dimanche. Autrement dit, on travaillera tous les dimanches. Je regrette une chose simple, c'est qu'une partie de la droite, nous ne nous connaissons pas encore, et finalement passer par pertes et profits, à la fois la tradition chrétienne sociale qui était importante sur le plan de la structuration, de la famille, d'un moment où on se retrouve, le gaullisme, pour retrouver une sorte de setchérisme suranné qui existe permanent aussi sur le travail du dimanche. Mais d'abord, sur le contexte, Henri Sterdynac, on va rappeler dans quel contexte arrive aussi cette loi. Il y a un contexte européen. Il y a eu de nombreuses mises en garde ces derniers jours. Il y a eu d'abord, hier, c'était les ministres des Finances de la zone euro. Auparavant, c'était Angela Merkel, et je le dis au passage, qui a été réélue triomphalement ce soir. Il y a des piqûres du rappel à la France. Est-ce que ce texte, il va aussi montrer notre capacité réformatrice ou pas ? Vous savez que la France est mise en accusation de façon constante. Voilà, donc on donne ce petit os à ronger à Mme Merkel ou à la Commission européenne. Nous sommes tous d'accord pour dire que ça ne fera pas grand-chose. Oui. Est-ce que ça va dans la bonne direction du point de vue des libéraux? Oui, on le voit très bien. Du point de vue des salariés, on peut s'interroger. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'aurait pas fallu faire des gestes pour rappeler que quand même, la production, c'est aussi l'affaire des salariés, faire des gestes pour augmenter la participation des salariés au conseil d'administration, éviter de prendre des mesures qui donnent au patronat une liberté totale en ce qui concerne l'ordre des licenciements, éviter de prendre des mesures qui vont constamment dans le sens de ce que souhaite le patronat et de donner un peu des marqueurs de gauche. Or, c'est ce qui manque. On va le travailler le dimanche, c'est gentil, mais il n'est pas sûr, finalement, que les travailleurs reçoivent des rémunérations supplémentaires pour travailler le dimanche. On est tous d'accord pour dire qu'il faut s'attaquer aux professions réglementées, mais pourquoi supprimer la taxation à 75% des plus hauts salaires? C'est dommage de ne pas avoir un marqueur pour dire oui, la France souhaite avoir des inégalités. Pourquoi en même temps, pourquoi la France, et c'est quand même un scandale, va saboter le projet de taxation des transactions financières que toute l'Europe souhaite? C'est quand même quelque chose qui aurait eu sa place pour bien marquer que nous voulons favoriser la production et non pas la finance. On est là en train de lire ce projet comme un inventaire d'après-vert. La question, c'est qu'est-ce qui travaille en dessous ce projet? Moi, je prétends que pour faire de la croissance, ça a été dit, pour libérer la croissance, il y a des sujets de compétitivité, ça a été dit, il y a des sujets de coût du travail, après on les adresse comme on peut. Il y a aussi un sujet qui est fondamental, puisqu'on a les 3 étoiles de Noël, que sont la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, et qui pourrait être un contexte... Effectivement. Le sujet fondamental, le sujet fondamental, j'y vais, c'est celui de la confiance. Or, quand vous avez une organisation représentative de salariés, la CFDT, qui signe un accord sur le marché du travail dans lequel il y a un certain nombre d'avancées, et que vous remettez en cause ce qui est dans l'accord, c'est-à-dire les critères d'ordre, c'est un peu technique, sur le licenciement, rendant furieux la CFDT, vous vous privez d'un partenaire social qui est un partenaire social réformiste. C'est un peu dommage, et je suis sûr que cela sera corrigé. Qui a parlé de la peur de l'embauche en France? C'est le président de la République. Ah oui, non, mais il a dit qu'on a peur de l'embauche. Je suis son avocat, vous l'êtes également. Voilà. Comme quoi il rassemble l'avocat sur ce plateau. C'est lui-même qui a dit qu'on avait peur d'embaucher en France dans les TPE, dans les PME, dans toutes les entreprises qui auraient besoin. C'est qui reprend le discours du MEDEF. C'est un peu dommage que M. Macron ne négocie pas ses réformes avec les syndicats et qu'il se laisse dans la loi Macron par les lobbies patronaux. Si on peut répondre aujourd'hui dans la loi Macron, il n'y a quasiment rien de vraiment structurel sur le code du travail. Aujourd'hui, aujourd'hui, nos entrepreneurs
attendent de la simplification sur les seuils, sur les contraintes, sur les passages de 10, de 50 salariés. Qui est ouverte, en ce moment avec les partenaires sociaux. La négociation, vous avez regardé les textes de la négociation, ce qui va sortir de cette négociation? C'est pas du tout tous les points du texte, assez d'assouplissement. Vous parlez des licenciements. Typiquement, on sait très bien que pour embaucher, il faut savoir qu'on peut licencier de manière pas trop onéreuse, pas trop difficile. Alors maintenant, j'en ai un petit peu marre de ce débat. Vous savez combien il y a de ruptures conventionnelles par mois dans ce pays? Parce qu'on dit qu'on ne peut pas licencier. Il y en a 20 000 par mois. Ça fait 240 000 ruptures conventionnelles par an. Un système très simple qui permet qu'il n'y ait pas, par exemple, de contentieux à la justice prud'homale. Et vous semblez... aussi. Pardon? Ça coûte cher. Ah bah oui, si vous voulez licencier gratuitement, il n'y a aucun pays au monde qui le fait. Attendez, il y a différents points de controverse. Philippe Dallier, plus généralement, écoutez-moi, est-ce que ce texte, et je vous pose la question, est-ce que c'est la réforme ou le statu quo? Les résultats, vous parlez de libérer la croissance, ils ne vont pas tomber du ciel, les résultats. Ou est-ce qu'il faut attendre les bons vents qui viennent d'autres pays pour avoir la croissance? Les bons vents qui viennent d'autres pays, c'est ce que François Hollande espérait quand il a été élu. Et c'est là où il s'est gravement trompé. Il a mis 1 an et demi avant de comprendre qu'effectivement, le problème, c'était la compétitivité de nos entreprises. Et pour, effectivement, baisser les charges, il faut faire des économies. Le vrai sujet, il est là. J'ai envie de dire que tout ce dont on discute là, excusez-moi, mais c'est pas à l'échelle du problème. Ça n'est pas avec les mesures de la loi Macron qu'on sortira le pays. C'est comme l'une des réformes les plus importantes de ce quinquennat. Ça c'est de la com, c'est de la com plus ou moins bien faite. Moi, ce que je vois, c'est que lorsque Manuel Valls est arrivé, on a entendu des grands discours sur les collectivités locales, on supprimerait peut-être les départements, sur le Grand Paris, on supprimerait peut-être les départements. Tout ça a disparu dans les sables. On nous annonçait un débat sur le contrat unique, on n'en parle plus. On nous annonçait effectivement des économies sur un tas de sujets, on n'en parle plus. Donc c'est ça qui me frappe aujourd'hui. Et on sait pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter ces mesures-là. Et donc on est en train de chipoter pour savoir si ça sera 12 jours, 7 jours ou 15 jours le dimanche. Mais c'est pas avec ça qu'on sortira le pays de l'ornière dans laquelle il est. De toute façon, l'effet emploi des mesures de travail le dimanche et l'effet croissance, il est absolument pas démontré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même embêtant, c'est l'un des principaux. J'entendais ce matin Serge Papin, qui est patron de Système U, excusez du peu, et qui dit on a un système de travail le dimanche jusqu'à midi pour le commerce alimentaire, les grandes surfaces alimentaires, qui est amplement suffisant pour ce que nous avons. Vous savez, il faut aussi concevoir l'équilibre, y compris en matière économique. Que font les collectivités locales? Elles passent leur temps à faire des mesures pour favoriser le maintien du petit commerce en centre-ville. Ça coûte extrêmement cher à la croissance. Alors, est-ce qu'on veut d'un côté vider le verre et de l'autre le remplir? Je crois qu'il faut, dans ces matières-là, viser une certaine forme d'équilibre. Quant aux économies, parlons-en. Nous programmons, parfois même, moi je regrette que la pente soit si rude. 21 milliards, 21 milliards d'économies en 1 an. 21 milliards. Alors, laissez-moi juste terminer ma phrase. Vous savez combien Nicolas Sarkozy, dans son mandat, dans son quinquennat, a fait d'économies en 5 ans? Il a fait 15 milliards d'économies en 5 ans. Encore l'héritage, encore. Mais oui, mais à un moment donné, on ne parle pas hors sol, on parle d'un certain nombre de vérités. Sur les économies, il faudrait rétablir les choses. On va continuer à augmenter en valeur la dépense publique dans ce pays. À la fin du quinquennat, laissez-moi finir. À la fin du quinquennat, alors qu'on était à 1200 milliards de dépenses à cette année, à la fin du quinquennat, on sera à 1283 milliards de dépenses. On ne voulait pas corriger l'inflation. Elle est minuscule, l'inflation. On ne voulait pas corriger l'inflation, on ne voulait pas corriger la croissance. Ne grossissez pas l'inflation parce qu'elle est très très faible. Donc si on peut répondre sur la question du travail le dimanche, je crois qu'effectivement, il faut aller même plus loin que ce qu'annonce la loi Macron et notamment il faudrait aussi faire travailler les enfants et se mettre au diapason du monde. Voilà, aujourd'hui on a des touristes. Vous voulez parler de la Chine ou de l'Inde, c'est ça? C'est vos standards? Je pense notamment, parce que ça n'est pas je pense aux grandes villes, je pense à Amsterdam notamment où tous les commerces sont ouverts tous les dimanches. Je pense à Madrid, je pense à Rome, je pense à Milan, qui sont des villes où on accueille les touristes. Entre économistes, il y a le débat à l'intérieur de la classe politique entre droite et gauche. Il y a le débat aussi à l'intérieur de la gauche. François Calfon, on va écouter, regarder un échange entre le député Christian Paul et le ministre en charge des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen. Regardez.
si Emmanuel Macron a de l'énergie pour réformer, eh bien qu'il réforme le monde bancaire, le secteur bancaire, qu'il réforme la fiscalité, qu'il réforme les tribunaux de commerce, qu'il s'attelle à la transition énergétique et à la mutation numérique de notre économie. Alors oui, ce sont de vraies réformes, de structures, elles sont nécessaires, mais ce n'est pas celle qui est aujourd'hui dans la loi proposée. Créer des emplois, créer de l'activité, permettre à des jeunes de prendre des responsabilités dans l'activité économique, dans les entreprises ou de créer leur propre économique. Si ce n'est pas des réformes de gauche, alors je ne sais pas ce que sont les réformes de gauche. Henri Sterdyniak, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment deux visions très différentes, deux façons de relancer l'économie ou de voir l'économie à l'intérieur d'une même famille politique. Oui, bien sûr, il y a deux versions. Il y a une première version, celle de Macron, qui consiste à dire, et celle de Valls, qui consiste à dire... et celle de Hollande. Celle de Hollande. Oui. On va faire le maximum de ce que demande le patronat, les lobbies du patronat. Vous exagérez quand même. On va vous laisser dire ça. Voilà. Donc on a eu les 40 milliards de charges, c'est pas assez, on en veut 120. On a eu les 12 dimanches, c'est pas assez, on en veut 52. Et puis il y a une autre version qui consiste à dire si la gauche a été élue, c'est quand même pour faire un programme original qui consiste quand même à s'attaquer à la finance, consiste quand même à donner du pouvoir aux salariés et à essayer de mobiliser les syndicats. On a en France un certain nombre de syndicats qui demandent que ça, à ce qu'il y ait de la politique industrielle, qu'il y ait de la transition écologique, qu'il y ait des choses qui effectivement créent de l'emploi. Et puis aussi, je suis d'accord avec vous, il faut baisser le coût du capital qui nuit énormément aux entreprises françaises avec les dividendes qu'on fait payer. François Calfon, il y a encore quelques temps, c'était Manuel Valls qui était présenté, je cite, comme le dynamiteur du gouvernement, celui qui bouscule tout. Et aujourd'hui, c'est plus Emmanuel Macron qui est présenté ainsi. Quelle est votre appréciation du parcours, du travail et de la méthode également du ministre de l'économie? Parce que, dit-on, il travaille en collégialité. Est-ce que c'est le cas? Il est quand même dans son rôle de représenter le milieu économique. Donc moi, je ne serai pas aussi frontal que vous l'êtes. Simplement, la question qui m'interpelle dans ce projet de loi, mais bien plus largement, et y compris autour de cette table, c'est comment on essaie de recréer du gagnant-gagnant. Les programmes économiques qui fonctionnent sont ceux où il y a un minimum de consensus social dans la société. Et si, parce que je vais en chercher, peut-être même en trouver autour de cette table du consensus social, si on considère que la question du redressement productif est une question importante, c'est-à-dire le maintien d'une activité industrielle en France, mais alors... tout le monde est d'accord avec cela. Mais d'accord, mais on ne le met peut-être pas. On ne le met peut-être pas. Peut pas être que du s'il vous plaît. Non, mais alors je vais vous dire, moi je suis pas dans le blabla. Mais si, vous êtes dans le blabla. Oh, mais laissez-moi parler, c'est terrible. La semaine des 4 jeudis, avec les 60 dimanches où on travaille. Allez, soyons pas ironiques, s'il vous plaît, soyons précis. C'était un peu de l'ironie aussi. Je le dis très clairement, par exemple sur la question du. C'est pas ça qui nous fera une. Sur la question du CIC, du pacte de responsabilité, on a 40 milliards. Moi je suis, c'est un collègue de l'OFCE qui le dit, pour une règle des 3 tiers. Un tiers pour l'investissement. Un tiers pour la baisse du coût du travail, un tiers pour le soutien à la demande. Voilà quelque chose qui n'est pas du blabla avec un véritable effet de levier. Parce qu'un tiers de 40 milliards d'euros, en tout cas 40 milliards d'euros, c'est plus que le plan Juncker. Donc on peut faire des choses et retrouver un peu de consensus politique et social. Notre dossier du 22h, on s'est arrêté sur l'une des mesures de ce projet de loi qui veut réformer les prud'hommes. On n'a pas encore parlé. Il s'agit de réduire les délais de jugement et d'éviter les taux d'appel excessifs. Ce sont en tous les cas les objectifs affichés. Regardez cette enquête de Louis Sibyl. Salariés et entreprises ne font pas toujours bon ménage. Quand ils entrent en conflit, c'est derrière cette porte que se joue leur avenir. Le Conseil des prud'hommes, une justice différente, unique au monde, où les juges ne sont pas professionnels, mais des élus le plus souvent syndicaux. Des conseillers bénévoles qui donnent un jour ou deux par mois pour juger. Le conseil s'installe là-bas, donc il y a 4 conseillers. 2 conseillers du collège employeur, 2 conseillers du collège salarié. Aujourd'hui, la formation des conseillers prud'hommes, et j'ai quasiment honte à le dire, mais la formation n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait être jugé par des gens qui n'ont pas eu de formation. Pour y remédier, la loi Macron prévoit une formation de 5 jours avec un juge professionnel. Mais le point noir des prud'hommes, c'est aussi leur lenteur. 15 mois en moyenne pour un jugement, 27 mois quand il y a appel. Un marathon judiciaire pour ce salarié. Entre une conciliation 5 juin 2013 et un jugement 9 décembre 2014, ça fait long.
Aujourd'hui, dans cette audience des prud'hommes de Paris, 14 affaires sont traitées, une dizaine ont fait l'objet d'un renvoi. À la sortie, beaucoup d'agacement. Ça sent bon pour aujourd'hui. Pour aller plus vite, le projet de loi veut rendre les procédures d'appel plus complexes et réduire le conseil pour passer de 4 conseillers à seulement 2. Un projet insuffisant pour cet avocat, il faut aussi un magistrat professionnel pour les départager. Il faut rajouter une 3e personne pour qu'on soit en nombre impair, de manière à ce qu'il y ait toujours un jugement déjà du premier coup, qu'on n'ait pas cette juridiction de départage qui est une aberration unique au monde. Il n'y a que la France qui a ça. L'année dernière, ce sont 220 000 affaires qui sont passées par les prud'hommes. La majorité concerne des licenciements. À cause de sa lenteur, l'État a été condamné une 50aine de fois pour déni de justice. Il a dû verser 1,4 million d'euros. Alors voilà, dans ce projet de loi Macron, il y a les prud'hommes, il y a le travail le dimanche, on en a parlé, il y a la libéralisation des professions réglementées. Agnès Verdier-Molinier, je me demande, pour ceux qui nous regardent, ils doivent se dire, mais finalement, il y a énormément de choses. Est-ce qu'il y a un tout cohérent? Et surtout, qu'est-ce que ça va nous amener, rapporter concrètement pour la vie de tous les jours, pour le quotidien? Sur la question qui était abordée dans le reportage sur les prud'hommes, clairement, on a du mal à imaginer que ça permette de créer de la croissance. Je crois que ce qui a été dit dans le débat précédemment, c'est la question de la fiscalité. C'était d'ailleurs cité aussi dans le reportage précédent. Alors, la fiscalité, la mettre au service de la croissance et de l'emploi, aujourd'hui, on n'a pas essayé concrètement en France. Hein. Alors, nous, on s'est beaucoup mobilisé pour créer... La principale redistribution fiscale... On termine la phrase et vous réagissez. C'est une contre-vérité, ça. On n'a pas essayé de mettre toute notre fiscalité au service de cette création, de cette création entrepreneuriale. Je prends un exemple. Dans les entreprises de taille intermédiaire, juste au-dessus des PME, aujourd'hui, quelqu'un qui est un actionnaire minoritaire, qui n'est pas dirigeant, va continuer à payer un impôt sur la fortune. Et ça va... Le résultat, ça va être quoi? Ça va être qu'on va verser plus de dividendes à cette personne pour qu'elle puisse payer son ISF, et donc on va investir moins, on va potentiellement embaucher moins. Mais parce que c'est une vraie question. Je voudrais citer un deuxième exemple. Une fois de plus, c'est le lobby du patronat qui essaye de faire baisser l'ISF sur les membres de sa famille. Alors il y a déjà de nombreuses mesures. Attendez pas tous en même temps. Moi, je demande que vous alliez nous parler de la fiscalité des entreprises. En réalité, vous nous parlez d'une fiscalité très particulière. La famille du patronat. C'est vraiment minable, la famille du patronat. La deuxième proposition qu'il faudrait faire, ce serait de mettre la fiscalité sur l'impôt sur le revenu au service justement de l'investissement en création d'entreprises. Attendez, je gère le débat, je veux pas qu'on rentre dans le détail dans toutes les mesures dont on va parler. On arrive à la fin. C'est une vraie question. François Calfon. Je croyais ne pas vivre dans le même pays que vous. Quand vous voulez investir dans une entreprise sur votre impôt sur le revenu, vous êtes plafonné à 10 000 euros, voilà, avec l'emploi à domicile, etc. Le syndicat des riches est représenté sur ce plateau. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, sans riches et sans entrepreneurs, vous n'avez pas d'emploi. Attendez, Agnès Verdier-Molinier, s'il vous plaît, la réponse de François Calfon et on conclut avec Philippe Dallier. 90% des entrepreneurs sont des entrepreneurs de TPE ou d'entreprises de taille. S'il vous plaît. Des entrepreneurs de taille intermédiaire. Mais 90% d'entre eux ne sont pas soumis à l'ISF. Et quand vous m'avez dit la fiscalité ne se fait pas au profit des entreprises, vous me faites le syndicat de l'ISF. Allez, on va alors que nous avons fait des transferts. On a quelques secondes pour alors que nous avons fait des transferts massifs en direction des entreprises pour préserver l'emploi. Je ne parle pas de ceux qui sont à l'ISF, madame. Monsieur Calfon. Famille du patronat. J'aurais rarement participé à un débat comme celui-là, mais enfin j'espère que les téléspectateurs y auront compris quelque chose. En tous les cas, allez-y. On va conclure. Moi, je voulais vous poser une question un peu plus large quand même. Écoutez, c'est une réforme qui est présentée comme importante. Il y a de nombreuses pressions qui viennent justement de nos voisins européens. Est-ce qu'en ce moment, c'est justement ou réformer ou le statu quo, si on n'arrive pas à faire passer cette réforme? Bon, à mon avis, c'est ou réformer ou continuer à s'enfoncer. C'est ça la réalité. Et je pense que le choix est là, et c'est bien ce qui pose problème à gauche, parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord pour aller plus loin dans les réformes qui vont effectivement... Non. Pas celle-là, on a bien compris. Et le problème... On a beaucoup de réformes à proposer. Et le problème est là. Allez, j'arrête, parce que je ne vais pas y arriver. Merci en tous les cas pour ce débat, Agnès. C'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir un débat plus constructif. Merci Agnès Verdier-Molinier. Ça montre en tous les cas que ça cristallise les mécontentements. C'est ainsi que nous l'avons lancé. Merci François Calfon, merci Henri Sterdiac, merci Philippe Dallier. Et avant de se quitter, je vous propose de réécouter, c'est quand même l'information la plus importante de la soirée, et là je pense que vous serez tous d'accord. Les premiers mots et les belles images de Serge Lazarevitch ce soir. L'ex-otage français est à Niamey. Il a remercié le président nigérien qui a œuvré pour sa libération. C'est bien sûr la joie et le soulagement aujourd'hui après ce dénouement. On l'écoute.
Ça va. Ça va? Si, j'ai perdu une vingtaine de kilos, mais ça va, je suis encore bien. Merci. Et je voudrais encore remercier le président qui est là et toute son équipe qui ont œuvré pour nous libérer. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec plaisir pour le club d'éditorialistes du mercredi. Belle et douce nuit à vous, bien sûr.